Le coup d'envoi de l'Africa CEO Forum qui réunit les principaux acteurs du secteur privé en Afrique a été donné à Genève avec des interrogations sur les vents contraires qui s'annoncent sur les économies africaines. « 40 pays et plus de 300 experts sont attendus à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Objectif, stimuler le débat et les échanges sur la problématique de l'émergence et des dynamiques qui ont permis les transformations économiques et sociales intervenues dans les pays dits émergents. Et puis Benjamin Netanyahou fait monter les enchères en fin de campagne à la veille d'élections parlementaires très incertaines. Le Premier ministre israélien sortant n'a jamais écarté aussi clairement la création d'un État palestinien. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président Ouattara s'est entretenu avec le président du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, le FIDA, et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Sur la table, le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le FIDA, le bilan de la coopération ivoiro-chinoise, le reportage de Awa Touré. Nous reviendrons dans nos éditions prochaines sur cette rencontre entre le président Ouattara et le président du Fonds international du développement. Quelques 800 hommes d'affaires africains ont pris part à l'ouverture de l'Africa CEO Forum aujourd'hui même à Genève. Une participation record organisée par le groupe Jeune Afrique en partenariat avec la Banque africaine de développement et le Rainbow Unlimited. Cette troisième édition intervient alors que le cycle haussier des matières premières entamé depuis le début de la décennie 2000 connaît un certain essoufflement. Michel Dugré nous en dit plus. Pour faire avancer l'intégration régionale, il était primordial que les chefs d'entreprise de nos différents pays, de nos différentes régions, parlant différentes langues, se rencontrent, partagent des idées et partagent des projets. Ces chefs d'entreprise sont les chefs d'orchestre de la redynamisation du secteur privé en Afrique. Africa CEO Forum leur permet d'échanger sur les recettes qui ont permis à leurs entreprises de se hisser au rang des plus prestigieuses du continent. C'est vraiment le lieu où rencontrer les opérateurs économiques africains et qui travaillent en Afrique, mais également les donneurs d'ordre politiques africains qui sont largement représentés ces 2 jours. L'Afrique est le continent qui a le meilleur retour sur investissement, donc il devient très attractif pour les investisseurs. Mais il est important que les Africains, certainement le secteur privé, prioritairement le secteur privé, soient organisés de sorte à justement bénéficier de justement cet engouement-là. Et je crois que ce genre de rencontre va permettre aux Africains de s'organiser, aux chefs d'entreprise de s'organiser pour aller dans cette direction-là. Aux premières loges, la délégation ivoirienne. Le pays est invité d'honneur à cette 3e édition. Les performances de la Côte d'Ivoire au plan économique ont été saluées par le président de la Banque africaine de développement. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, lui, a livré les secrets de ce second miracle ivoirien au cours de ses échanges avec la presse. Le secret, le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, l'a indiqué, c'est d'abord beaucoup de réformes. C'est un pays qui doit être remis totalement au travail et faire des réformes. Et les réformes ont permis par exemple à la Côte d'Ivoire, puisqu'on parlait du Doing Business, la Banque mondiale, d'être classée 2 années de suite parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Je crois que c'est le seul pays qui est classé 2 années de suite parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Donc c'est un premier élément que je voulais donc indiquer, avec la Banque mondiale, mais aussi avec, disons que les Américains, dans le cadre du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Nous avons obtenu donc le threshold, qui est la première étape donc, en décembre 2014, mais aussi donc avec le secteur minier. Et nous avons obtenu le prix donc, à Londres en décembre dernier du meilleur pays ayant fait beaucoup de réformes dans le secteur minier, devant donc, le Pérou, la Finlande et la Serbie. Vous voyez, donc les réformes sont essentielles. Autre élément important, c'est la remise au travail de la Côte d'Ivoire, puisqu'on ne peut pas avancer si tout le pays n'est pas au travail. Il va y avoir une croissance qui soit à la fois forte, mais qui soit de plus en plus inclusive, avec des créations d'emplois, notamment en relation donc, en direction donc, des jeunes. Voilà ce que je peux dire un peu sur ce que fait la Côte d'Ivoire, en insistant beaucoup sur les investissements sociaux, capital humain, mais aussi les investissements dans les infrastructures économiques, routes, ponts dont vous avez parlé, mais aussi donc voies ferrées, etc. Des bonnes pratiques qui seront partagées au cours de cette 3e édition de Africa CEO Forum pour des économies africaines plus compétitives avec un secteur privé beaucoup plus fort.
Retour en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara s'est entretenu avec le président du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, le FIDA, et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Sur la table, le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le FIDA et le bilan de la coopération ivoiro-chinoise. Le reportage de Awa Touré. Arrivé à Abidjan ce lundi 16 mars pour prendre part à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Côte d'Ivoire est pour la Chine un partenaire important et un ami fiable en Afrique. Et tout à l'heure, nos deux parties ont fait le bilan de la coopération entre nos deux pays dans les différents domaines ces dernières années. Et nous nous sentons satisfaits du développement de notre coopération. J'ai aussi demandé au président Ouattara quelle est l'astuce de votre pays de réaliser une croissance aussi rapide pendant les 3 dernières années. Après-demain, je vais assister à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Lors de cette séance, on va partager ensemble les expériences du développement socio-économique de la Chine, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et aussi féliciter le président Ouattara pour le fait que l'équipe nationale de football de votre pays vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai aussi demandé au président Ouattara et au peuple ivoirien d'aider le peuple chinois pour renforcer notre football. Le renforcement du partenariat entre le Fonds international de développement agricole des Nations Unies et la Côte d'Ivoire, en particulier comment investir dans les petits producteurs pour contribuer à la sécurité alimentaire tout en créant des emplois pour les femmes et les jeunes en milieu rural, c'est la question qui était au centre de la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, Kanayo Mwanzi, qui effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire du 12 au 18 mars. Kanayo Mwanzi s'est félicité des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire du point de vue de la transformation générale. Les progrès que la Côte d'Ivoire a fait depuis quelques années pour se rattraper est tellement impressionnante. Et là, je dis à M. le Président que je suis vraiment complètement d'accord avec sa vision. La Côte d'Ivoire comme un pays émergent d'ici 2020. En plus, on a parlé de la collaboration entre le FIDA et la Côte d'Ivoire. Le FIDA travaille en collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire depuis 1984. Nous finançons des programmes de développement rural, mais surtout l'agriculture paysanne dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de Propacom, c'est un projet qui est déjà installé dans 3 zones, le nord, l'est et le sud, et bientôt certaines à l'ouest. Mais aussi, j'ai informé M. le Président que le FIDA va ouvrir un bureau pays. Je vais signer l'accord de siège ce mercredi, et ça nous permet d'affecter un staff professionnel qui sera basé ici à Abidjan. Le FIDA finance déjà 2 projets en Côte d'Ivoire. Le projet d'appui au développement de l'agriculture et à la commercialisation, Propacom, et l'extension à l'ouest de ce projet pour un coût total de plus de 88 milliards de dollars US. Parvenir à une Afrique de l'Ouest francophone émergente à l'horizon 2020, 2030 ou 2040 en tirant les leçons de la trajectoire de développement du Japon. Tel est l'objectif du séminaire international organisé aujourd'hui à Abidjan par la Fondation du Japon et l'Université Félix Houphouët-Boigny à l'intention des pays ouest africains. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo. Leader dans plusieurs secteurs industriels comme l'automobile et l'électronique, le Japon se présente comme un partenaire économique incontournable. Aujourd'hui, ce pays tente d'atteindre le rang de puissance globale en faisant sien les problèmes de l'Afrique.
Le séminaire international qu'il organise avec l'université Félix Houphouët-Boigny s'inscrit dans ce sens. Ce séminaire devra permettre à tous d'avoir une compréhension plus large et approfondie du Japon et des relations entre le Japon et l'Afrique. Le séminaire vise surtout à faire connaître les leçons que pourraient tirer les pays africains en quête d'émergence de la trajectoire de développement du Japon. La chose la plus intéressante pour nous de se demander au moment, ce n'est pas seulement ce que le Japon a fait de bien, mais aussi les erreurs que le Japon a commises pendant la stade de développement. Parallèlement à cette innovation technologique et sociale, on a pu bien garder cette mentalité foncièrement japonaise, toujours en saisissant son identité culturelle. La création d'un centre de haute études japonaise à l'université Félix Houphouët-Boigny est actuellement à l'étude. Preuve de la volonté des autorités ivoiriennes de renforcer cette coopération avec le Japon. De l'émergence, parlons-en. La première conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique se tiendra du 18 au 20 mars prochain dans la capitale économique ivoirienne. 40 pays et plus de 300 experts sont attendus à ce forum. Les participants pourront échanger leurs expériences et faire des recommandations qui vont inspirer les pays. À quelques jours de cette rencontre, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour réussir la conférence à Damakoni. Des responsables du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Ce lundi, nous sommes à 48 heures de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Ça fait déjà 15 ans, la croissance économique est très forte, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers des croissances à 2 chiffres. Et l'objet de cette conférence, c'est voir comment transformer les économies pour avoir cette croissance à 2 chiffres. C'est une plateforme de dialogue et d'échange entre les pays qui aspirent à l'émergence, les pays qui ont déjà des plans d'émergence et les pays, disons, émergents. La Côte d'Ivoire a ainsi décidé de créer un cadre d'inspiration commune afin de fédérer les expériences et les énergies pour une marche harmonieuse des pays africains vers l'émergence. L'enjeu est de taille. Nous disons que la croissance économique n'est pas suffisante pour avoir un impact sur le social et sur le développement humain. Il faudra que les fruits de la croissance soient partagés par tous et partout. Et c'est un peu l'objet de la conférence. Faire en sorte que l'émergence puisse servir aux plus pauvres, bénéficier aux plus pauvres. Et je pense tout à l'heure, le directeur parlait donc de la création d'emplois qui est fondamentale dans nos économies. Je pense que c'est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Et si toutes les stratégies qui sont mises en œuvre dans ce pays participent à créer des emplois pour les jeunes, on aura atteint un objectif. Pendant 3 jours, Abidjan sera la capitale de l'émergence où sont attendus 300 experts venant d'une quarantaine de pays. Le pétrole au cœur de la 6e réunion des administrateurs locaux de la banque de données de l'Association des producteurs de pétrole africains. Cette organisation compte 18 pays membres détenant la quasi-totalité des réserves et de la production de pétrole et de gaz de l'Afrique. Ces pays peuvent-ils augmenter leur production de pétrole brut? La réponse dans ce reportage de Francis Boifou. Les 18 pays africains, membres de l'Association des producteurs de pétrole africains APA, réfléchissent à Abidjan à la possibilité d'augmenter leur production. Elle est estimée à 10 millions de barils de pétrole brut jour, soit 12% de la production mondiale et 7% des réserves prouvées mondiales en gaz. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de cette rencontre régionale. Cela est important pour la Côte d'Ivoire qui cherche à faciliter l'exploration-production pétrolière chez elle et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire fournit environ 20 000 barils de pétrole brut jour et 250 millions de pieds cubes de gaz jour destinés à la production d'énergie. Le pays a l'ambition d'être le pôle du réseau ouest-africain en électricité. Et les experts ivoiriens entendent mettre à profit les réunions sur les banques de données de l'APA, les forums sur les sociétés nationales d'hydrocarbures en cours pour développer des stratégies innovantes en matière d'extraction de gaz. La 49e réunion ordinaire du comité des experts de l'APA, créée en 1987, sera sanctionnée par des recommandations du Conseil des ministres de cette organisation. Elle se tiendra les 2 et 3 avril prochains. Parlons santé avec le programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida qui fait le bilan de 20 ans de recherche. Un bilan mais aussi perspective pour sauver encore plus de vies. Félix Amani et Konaté Moussa. 20 ans de lutte contre le VIH-Sida et plusieurs défis relevés.
C'est le moment pour le PASSI, programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida, de marquer une pause pour évaluer le niveau de recherche sur cette maladie et la capacité du programme à prendre en charge les malades. Nous avons rappelé souvent la prescription large du cotrimoxazole dans la prévention des affections opportunistes du VIH-Sida. Nous avons cité également les bénéfices de la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, communément dit PTME. Et aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans la recherche sur les hépatites virales, notamment l'hépatite B et l'hépatite C. De 12% de contamination dans les années 90, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé à 2,7% en 2014 selon l'ONU-Sida. Cette baisse est le fruit des efforts fournis par la coopération franco-ivoirienne en matière de lutte contre cette pandémie. Entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la recherche sur le VIH et les hépatites virales. C'est donc une longue collaboration dans la durée, dans la qualité, où il y a eu beaucoup de production scientifique sur des sujets importants, mais des sujets qui permettent d'apporter quelque chose aux populations. Cette double cérémonie, journée scientifique et célébration des 20 ans de recherche sur le VIH-Sida, se poursuivra par la pose de la première pierre pour l'extension des locaux du programme PASSI à Treichville. Comment stopper la progression du virus qui décime les plantations de manioc? Des scientifiques entendent résoudre cette équation, d'où un atelier pour venir à bout du virus des struines brunes. Le reportage de Patricia Omo. L'ennemi, la striue brune du manioc, est sournois car il est à peine visible des planteurs. Les feuilles paraissent saines, mais les racines sont noires, rendant la plante impropre à la consommation, explique l'enseignant-chercheur Justin Pita. La production de manioc a carrément diminué en Côte d'Ivoire. Les boules d'Atiéké diminuent de taille. On parle de les terres qui ne sont pas bonnes, sont plus fertiles, c'est peut-être vrai. Mais il y a aussi l'effet de ces virus-là qui réduisent la production de 40 à 70%. Cet Ivoirien est le coordonnateur du projet WAVE qui rassemble des spécialistes de 6 pays ouest africains, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Togo. Il sévit en Afrique de l'Est et il est en train de se diriger vers l'Afrique de l'Ouest. Et pour une fois, nous pensons qu'il faut être proactif. Au lieu de réagir comme on a réagi pour l'Ebola, il faut être proactif et prendre des mesures pour prévenir ce virus, pour faire une prévention pour ne pas qu'il arrive en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique de l'Ouest. Dévastatrice pour la récolte, la striue brune, disparue depuis 1935, est réapparue il y a une dizaine d'années en Afrique de l'Est et progresse à l'ouest du continent. Alors que le manioc est produit dans plus de 100 pays dans le monde, seule l'Afrique, où la plante constitue la première source de calories pour 300 millions d'individus, est touchée. L'ambassade d'Israël offre des semences pour réhabiliter le jardin botanique de Benjéville. On en sait plus avec Eric Goré et Soro Abou. La Tu Bishva est une fête juive qui sert à remercier Dieu pour le don de la nature. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de la commémoration de cette fête qui a lieu chaque année pour offrir des semences israéliennes et procéder à l'installation d'un système d'arrosage appelé système goutte à goutte. Ce système a eu du succès en Israël. Il va désormais s'introduire dans l'agriculture ivoirienne. Son emploi est facile et efficace. Ça permet d'arroser de manière efficiente et de manière efficace sans pouvoir gaspiller de l'eau. On peut même incorporer des engrais solubles au système sans les gaspiller. C'est vraiment un système très économique qui permet de faire toutes sortes de cultures. Selon l'ambassadeur d'Israël, ce don est une contribution à la réhabilitation du jardin botanique de Benjerville. Ça va offrir à les gens de la Côte d'Ivoire, les visiteurs du jardin botanique, de voir des espèces et des plantes qui sont venus de l'extérieur. Pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, a remercié le donateur avant d'inviter les Ivoiriens à respecter la forêt. C'est nos activités qui ont réduit ce couvert forestier. Et je pense que le fait que vous soyez là, c'est pour vous une façon de manifester votre désapprobation quant à notre comportement destructeur de l'écosystème dont vous avez besoin pour connaître le milieu ambiant dans lequel vous êtes né et dans lequel vous allez vivre. La relation entre la Côte d'Ivoire et Israël date de l'ère de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire.
Ce communiqué, avant de poursuivre le journal, le ministère de la Communication informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2015 qui a débuté le lundi 3 février 2015 prendra effectivement fin le mardi 31 mars 2015, délai de rigueur. Par conséquent, les journalistes de la presse étrangère retardataires sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la sous-direction des affaires extérieures du ministère de la Communication, sise au 21e étage de la tour C de la cité administrative au Plateau. Pour toute information complémentaire, la sous-direction des affaires extérieures peut être jointe au 20 22 27 70 ou au 05 76 99 15 ou encore au 07 71 04 27. Le pont de Jacquesville sera bientôt mis à la disposition des populations. Il va permettre de désenclaver la ville et sa périphérie. Ce pont est long de 608 km, coût de la réalisation 20 milliards de francs CFA. Le reportage de Sidonie Davila. Situé entre la mer et la lagune, le département de Jacquesville, distant de 60 km d'Abidjan, la capitale économique. Jacquesville est longtemps resté coupé du développement du fait de son enclavement. Une cause parmi bien d'autres, la percée du canal de Vridi dans les années 50. C'est après le creusement, n'est-ce pas, la construction du canal de Vridi, que Jacquesville est devenue une île, puisqu'on ne pouvait y accéder que par l'eau. Depuis ce moment, c'est au moyen du bac que les populations de Jacquesville rallient les deux rives. On avait au moins 5 bacs. Il y avait plus de fluidité pour contenir tout ce monde-là. Mais avec la démographie, maintenant qu'on se trouve avec un seul bac, on n'arrive plus à contenir tout ce monde-là. Bon, ça fait que ça crée beaucoup de désagréments. En jour, on peut traverser au moins 10 000 personnes le week-end. La fréquence est d'une traversée par heure. Bon, quand on travaille 15 heures ou 18 heures de travail, c'est au moins 18 heures traversées, sinon plus. Avec le bac, nous souffrons tellement que... Il y a des fois même à l'accouchement, une femme en travail, arrive au bac, elle perd l'enfant, y compris elle-même. Pour faciliter la tâche au peuple des grands ponts et mettre fin à leur calvaire, les autorités décident de la construction d'un pont. L'État a décidé de rétablir en fait, la liaison avec Jacquesville de façon permanente. D'où l'histoire de la construction de ce pont. L'AGEROUTE a assuré donc la gestion du projet en tant que maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures économiques qui a donc eu l'initiative de construire ce pont. Le premier coup de pioche a été donné en 2009. Les travaux qui ont connu quelques perturbations auront duré 5 ans. Long de 608 mètres, l'infrastructure offre 2 fois une voie circulable avec 2 trottoirs. C'est un pont classique avec tout de même des spécificités. C'est un pont en poutre en béton précontraint, composé de 17 appuis, reposant sur des pieux forés de profondeur variable entre 35 et 70 mètres. Et on a 16 travées. Ces travées sont constituées de poutres en béton précontraint. Entre 2 travées, chaque travée mesure 38 mètres 10. Donc sur chaque travée, on a des poutres en béton précontraint. Donc 3 poutres en béton précontraint sur laquelle après on relie les différentes poutres avec des entretoits de liaison sur laquelle maintenant on vient réaliser un ourdi qui permet de servir de tablier sur lesquels les véhicules vont passer. Le pont de Jacquesville est à péage comme le pont HKB. L'exécution de l'ouvrage et des voies d'accès a coûté 20 milliards 500 millions de francs CFA. 10 milliards financés par l'État du Côte d'Ivoire et le reste par différents partenaires, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le fonds de l'OPEP au FID. L'entreprise égyptienne en charge de la réalisation du projet a employé sur ce site 300 personnes. Expatriés nationaux ont travaillé nuit et jour pour sortir le pont de l'eau. Pour la plupart d'entre eux, l'expérience a été belle. Nous, on a fait la pose des atalus. C'est des trucs qui n'existent pas trop en Côte d'Ivoire. Donc, ça me fait une connaissance de plus, quoi. On a travaillé dans de bonnes conditions, il n'y a pas eu d'accident. Le pont qui met fin à l'enclavement de Jacquesville ouvre une nouvelle ère pour la commune. Nous voulons travailler sur les industries de la connaissance. Et pour ce faire, nous sommes en train de transférer, en accord avec l'Université canadienne d'Abidjan, l'Université canadienne à Jacquesville. En matière d'industrie, notre vision pour Jacquesville, c'est une industrie légère. La replantation de nouvelles variétés de coco comme au Brésil pour implanter
la première usine d'eau de coco de Côte d'Ivoire, lancer un nouveau process d'usine de transformation d'Attiéké. Dans le domaine de la santé, nous nous réjouissons parce que ce problème d'évacuation par le bac créait des catastrophes et c'est enfin pour nous, grâce à Dieu, grâce au gouvernement, la fin de ces traversées périlleuses. Jacquesville va enfin, grâce à ce pont, bénéficier d'un transfert de richesse. Ce pont nous met à quelques minutes du développement. Ce pont nous met à quelques minutes du poumon économique de la Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons que remercier le gouvernement. Avec ses 75 km de plage maritime et ses 159 km de bord lagunaire, la localité présente des atouts pour le développement de l'industrie touristique. Les autorités veulent donc faire du tourisme un axe stratégique important pour le développement de Jacquesville. Le pont, c'est tout pour Jacquesville. On pense qu'avec le pont, Jacquesville va amorcer son développement. Et donc, nous, autorités politiques et administratives et Jacquesville, on pourrait mieux mener le développement. Et ce n'est pas les atouts naturels pour développer Jacquesville qui manquent. Nous sommes conscients que c'est autour de l'industrie touristique que nous allons régler le problème du chômage. Et c'est autour de cette industrie que nous allons lancer véritablement le développement de Jacquesville. Le pont de Jacquesville, dont la livraison est prévue ce samedi 21 mars, offre de nouvelles perspectives aux populations des 3 ans. Les jeunes y voient la fin de plusieurs années d'oisiveté et d'errance avec les entreprises qui vont s'installer dans la région. Quant aux femmes, elles pourront écouler plus facilement leurs marchandises sur les marchés environnants. Car avec le pont, Jacquesville s'ouvre enfin au reste du monde. Sachez que l'accusation et la défense de Simone Gbagbo se sont pourvues en cassation. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo avait été condamnée mardi dernier à 20 ans de prison pour attentat à la sûreté de l'État durant la crise de 2010-2011.